est 6 ou 7. Donc, si on veut aujourd'hui que le solaire soit compétitif par rapport à toutes ces technos qui sont traditionnelles, il faut que le prix du watt soit autour de 2 dollars pour un système. Et aujourd'hui, le prix du système est à 4 dollars. Il est 2 fois plus cher que ces énergies compétitrices. Aujourd'hui, il y a des technos qui permettent, en particulier dans ce qu'on fait, qui permettent d'arriver en dessous de 2 dollars le watt. Ça veut dire que le jour où le solaire peut s'affranchir de toutes les incitations du gouvernement et se baser uniquement sur une compétition traditionnelle avec toutes les énergies traditionnelles, ce jour-là, c'est un no-brainer. You have to do it. Just that simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas le choix, il faut le faire parce que c'est simple. Il y a beaucoup moins d'infrastructures que n'importe quelle autre infrastructure pour générer de l'électricité. Et ça peut se faire n'importe où. Et donc, ça va arriver. C'est pas est-ce qu'on va y arriver? Non, ça va arriver. Ça va arriver peut-être dans les 2-3 ans. Et à ce moment-là, ça va être un boost parce qu'aujourd'hui, le solaire, aux États-Unis, c'est 0,5% de l'énergie qui est consommée aux États-Unis. Donc, si jamais on estime qu'en 2020, l'énergie du solaire va être autour de 5%, c'est des milliers de gigawatts qui vont être créés. Donc, ça veut dire que c'est des domaines qui vont exploser. Et je pense que ce qu'on a vu en 2006, 2007, 2008, qui était un petit peu une bulle créée par les investisseurs, c'est quelque chose qui va prendre forme sans être créé par les investisseurs, mais créé par le marché. Et c'est le marché qui va driver un petit peu toute cette force. Parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin énorme d'énergie, et il n'y a pas beaucoup de sources d'énergie possibles. Et surtout des énergies qui sont renouvelables, qui sont propres, qui sont simples. C'est un no-brainer. Donc je pense qu'aujourd'hui on arrive à cette transition qui permet de faire évoluer ce marché de manière extrêmement active. Qu'est-ce qui limite votre croissance? Est-ce que c'est la demande sur le marché ou est-ce que c'est votre capacité de production en ce moment? Qu'est-ce qui limite? C'est l'argent. C'est-à-dire que si par exemple on veut créer une usine de 20 gigawatts, on a besoin typiquement d'1 milliard de dollars. Enfin, disons que c'est 80 centimes de watt. Donc il faut compter environ 800 millions de dollars. Donc c'est beaucoup d'argent. Et donc on peut trouver cet argent aux États-Unis, mais ça coûte cher. Donc il n'y a pas énormément de manières d'aller lever autant d'argent. Il y a ce qu'on appelle des Loan Guarantee Programs qui financent à peu près 60%, et puis tu as le marché, aller sur le marché, essayer de lever cet argent. Mais à ce moment-là, tu es en compétition avec d'autres marchés comme les Chinois qui ont moyen, eux, d'avoir énormément de sources de capital et le faire en Asie. Donc il faut être complètement différencié. Donc aujourd'hui, le capital est ce qui limite notre croissance, et on travaille là-dessus. Tu disais que c'est un peu un marché de commodétisation. Finalement, c'est pas un peu comme la DRAM pour faire une analogie avec le semi-conducteur, où il faut mettre des capacités importantes et avoir accès à un coût du capital très faible. Tout à fait. C'est exactement, si tu veux, par exemple, le DRAM, pour moi, c'est... je pensais qu'en sortant de la mémoire, j'allais aller vers quelque chose qui était différent. En fait, je suis tombé en plein dans un marché de commodité. Et la DRAM, c'est ce qui permet juste... C'est vraiment on est exactement là-dedans. Ça veut dire que tu as besoin de beaucoup d'argent pour faire l'usine, tu as besoin de plus d'1 milliard de dollars pour faire une usine de DRAM, et tu peux faire dans des endroits qui ont accès au capital et où la main-d'œuvre est pas chère. La bonne nouvelle, c'est que tu ne transportes pas facilement d'un continent sur l'autre, contrairement à la DRAM qui peut prendre un avion et puis la produire en Chine. Tu sais, ça compte pas beaucoup, ça rajoute quelques centimes au watt, ça rajoute peut-être 1 ou 2 centimes au watt, tu vois, de transporter un module. Donc c'est pas critique. Ce qui différencie les boîtes, c'est vraiment la différenciation technologique. C'est comme vous, à ST, vous avez une différenciation technologique parce qu'il y a des choses que vous savez faire que les autres ne savent pas faire. Et ben c'est pareil dans le solaire. Si les barrières technologiques ne sont pas suffisamment importantes, et ben ça va se faire en Chine. Parce que tu as accès au capital, tu as accès à la main-d'œuvre qui est pas chère, et puis tu seras beaucoup plus compétitif. Si tu veux le faire ailleurs qu'en Chine, il faut que tu aies une différenciation technologique.
exactement ce que vous faites vous, ST. Pareil. Tu vois, c'est très similaire. Et dans ta technologie, tu disais que tu vas pouvoir passer de 4 dollars à 2 dollars le kilowatt. Ben, c'est la différenciation technologique. C'est ce que je dis. Et ça, tu vas pouvoir la protéger par un brevet, par une barrière d'entrée. Ben, tu as des barrières d'entrée, tu as le know-how, il faut que ce ne soit pas facilement copié, il faut que tu travailles avec tes fournisseurs pour que tu aies des outils qui te permettent de faire ça sans nécessairement être facile à dupliquer. Et puis il faut que Et puis, nous, on prend une approche qui est un petit peu différente, c'est on prend des partenaires chinois. On travaille avec la plus grosse boîte de modules solaires en Chine. Donc on les prend comme partenaires, on travaille avec eux. Parce que tu peux pas être compétitif avec ces gars-là, ils sont trop forts quoi, au niveau de leur temps. Donc tu travailles, tu essaies de créer la synergie intelligente pour travailler avec eux et essayer d'être compétitif et leur apporter de la valeur aussi. Non, je peut-être un peu trop la parole sur le semi-conducteur, mais ce qui permet sur des process, je dirais un peu communiqués, de garder l'avance, c'est d'introduire de nouvelles générations d'une année sur l'autre je dirais, 2 ans, quoi. Et est-ce que dans le solaire, il y a cette capacité à, je dirais, à amener une techno à un point donné, puis 2 ans après, avoir un step? C'est exactement la même chose. Simplement, au lieu d'avoir un saut d'un nœud technologique à un autre, au lieu que ça se transforme parce que tu scales down, tu passes de 90 microns à 90 nanos à 60 nanos, ben là tu vas passer, c'est plutôt au niveau du micron que tu parles, quoi. Donc c'est des nœuds technologiques qui sont équivalents, mais qui permettent d'être différenciés. Donc il faut aller vite, il faut travailler il faut travailler. En plus, on est différencié sur la value chain, c'est-à-dire qu'on démarre du silicium et puis on va jusqu'à la cellule. Donc ça nous permet d'avoir plus de domaines dans lesquels on peut se différencier. Peut-être des domaines dans lesquels on ne va pas nécessairement s'étendre aux États-Unis ou en Europe. Il y a d'autres domaines qui permettent d'être beaucoup plus différenciés. Donc c'est ce qu'on fait. Bruno Mann, on a l'impression que le problème du solaire électrique, si je le vois en Californie, il est primo le coût d'entrée des centrales solaires, parce qu'il y a un coût d'entrée énorme par rapport à bâtir une centrale électrique à base de gaz ou à base d'oil, okay, et un coût d'opération un peu plus loin qui est minimum par rapport à ces mêmes centrales gaz ou oil. Deuxièmement, il y a, ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, mais il y a aussi un impact des environnementalistes. Je discute pas mal avec des gens qui essaient de construire des centrales solaires dans le désert du Mojave et dont les permis en fait sont repoussés pour, j'allais dire des problèmes de tortue, mais oui, c'est presque ça. Des problèmes de ce type-là qui n'existent pas lorsque vous devez forer un puits de pétrole ou autre chose qui est beaucoup plus lié aux oil companies parce que ils ont déjà préparé le terrain depuis des dizaines d'années du point de vue des commodités des lois. Et troisième chose, c'est, comme vous le citiez, la connexion à la grille. Même si on installe des centrales solaires au Nevada ou dans le désert du Mojave, les connexions à la grille ne sont pas encore là. Elles ne seront pas toujours prêtes au bon moment. Et c'est ce qui limite un petit peu ce développement du solaire en ce moment. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, tu sais, aujourd'hui, le solaire aux États-Unis, c'est moins d'un gigawatt. Oui, exactement. Pour cette année, alors que c'est 8 gigawatts en Allemagne. Et c'est 2 gigawatts en Tchécoslovaquie, qui est un nouveau marché qui vient de se créer. Donc effectivement, c'est... tu sais, je vais te dire, je pense que le marché du solaire, c'est pas nécessairement les États-Unis qui vont être les drivers, ils vont y arriver, mais il va falloir du temps. Je pense que c'est l'Asie, c'est extrêmement... la Chine est demandeur. On voit par exemple, je pense que entre maintenant et 2015, la Chine va demander entre 20 et 30 gigawatts de production, d'installation
de grosses centrales électriques parce que le pays en a besoin. Et puis les projets qu'on voit en ce moment, je parle de la Californie, ce sont des projets, même en Europe, ce sont des projets ultra simples, à base de PV fixe. Okay. On voit très peu en fait d'héliostats, on voit très peu de concentrated solar power avec des miroirs et puis des fours. Donc les banquiers, même si on écoute les financiers, les gens qui financent ces projets-là, se tournent en fait vers des technologies très très simples et ça ne favorise pas tellement de créer des technologies nouvelles pour ça, hormis une cellule photovoltaïque plus performante, etc. Mais l'écosystème technologique du solaire, ou du moins aux États-Unis, a du mal à sortir. Mais il cédera à la fois, pardon, il cédera à la chute des coûts, comme Kamal le disait tout à l'heure. Il y a un moment donné où le coût va devenir, le jour où la subvention, le jour où le risque politique disparaît, va y avoir énormément d'argent qui va arriver, l'argent des consommateurs, parce que les consommateurs ne se demanderont pas, parce qu'aujourd'hui, l'énergie solaire est subventionnée par le contribuable, n'est pas vendue à son vrai prix. Et il y a tout un tas de pays qui sont fauchés, et qui revient, par exemple, la France revient en arrière sur les subventions au solaire. C'est une niche fiscale. Comment? C'est une niche fiscale qui rabote. Oui, c'est ça, c'est une niche fiscale qui rabote. Le jour, mais quand vous achetez un PC, il n'y a pas de risque politique dans le prix de votre PC. Le jour où l'énergie solaire, avec les progrès que fait Kamal et tous ses concurrents, le jour où le risque politique disparaît, tous ces problèmes-là vont aussi céder. Parce qu'aujourd'hui, les banquiers, quand tu es investisseur, quand je vois un risque politique dans un investissement, je vais de l'autre côté de la rue, personnellement. Et je représente beaucoup de mes collègues. Le jour où le risque politique disparaît sous la pression de la technologie, où il n'y a plus, autrement dit, il n'y a plus besoin de subventions, ça explose. Et, non, mais tu as raison. L'autre truc aussi, c'est qu'il faut se rendre compte dans quel domaine on est. Et c'est quand même le domaine de l'énergie qui est le domaine le plus traditionnel au niveau technologie que tu puisses imaginer, quoi. C'est-à-dire parce que c'est des banques qui financent des gros projets, parce que tu as besoin de beaucoup d'argent, parce qu'un projet, par exemple, d'1 mégawatt, ça va coûter $1 milliard. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est des banques qui vont financer. Et à partir de là, donc il faut partir. Il faut aller sur donc tous tes interlocuteurs, c'est des gens qui sont vachement conventionnels et traditionnels par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc pour ramener une nouvelle techno, c'est dur parce que même si la techno marche, il faut quand même être bankable. La première chose qu'on te demande quand tu es une boîte, c'est how bankable you are. Tu vois, et ça veut dire d'avoir un produit qui est sur le marché, qui existe, qui est démontré, qui a de la valeur, etc. quoi. Donc il faut construire toute cette valeur. Si votre stratégie se fixe sur la reverse engineering pour réduire les coûts, est-ce que vous avez fait des recherches sur les changements de substrat tels que ceux qu'on avait investigués à Montpellier? J'ai fait ma thèse sur des cellules photovoltaïques par thin film. C'est-à-dire pas utiliser le silicone comme substrat, mais pour remplacer ce substrat par des structures minces extrêmement efficaces de gros rendement. Est-ce que vous faites des investigations dans ce domaine? Non, alors, d'abord, tu sais, la raison pour laquelle les startups en général marchent, c'est parce qu'elles sont extrêmement focus. Tu vois, elles sont, je dirais, presque, tu vois, basées, elles se dirigent vraiment sur une technologie unique qu'elles essaient de développer, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a décidé de ce qu'on allait faire. On a vendu une techno et on s'est complètement focusé là-dessus. On n'avait pas une seconde pour aller regarder autre chose, quoi, comme par exemple les films. Et puis tu as plein de sociétés ici dans la baie qui ont développé des technos très intéressantes dans ce domaine.